On a vu ce matin qu'on était tous imprégnés dans les nouvelles technologies, on est dans le numérique. Vous savez que 80% des bébés qui naissent en France actuellement ont déjà leurs photos sur Facebook. On grandit dans le numérique, vous êtes tous en train de faire des photos avec votre smartphone. Quand nous on partait en vacances, la pellicule de 36 poses, elle prenait les 2 mois de vacances. Maintenant c'est 36 photos à seconde, donc ça change pas mal de choses. Et malgré toutes ces technologies, on a toujours été baigné dans un imaginaire collectif, comme quoi la machine va nous aider à apprendre, les réseaux vont nous aider à apprendre, en pensant que là c'est une illustration des années 1900. Comme on voyait le XXe siècle, on mettait des savoirs dans une machine et puis on les a rentrés dans les cerveaux des étudiants, puis ça va aller marcher tout seul. C'est quelque chose qui perdure, cette imagerie. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Les Sous-doués passent le bac. C'est dans les années 80 et des choses comme ça. Comment il s'appelle l'acteur là? C'est Daniel Auteuil qui rentre dans la machine comme ça. S'il répond bien, il a une sucette. S'il répond pas bien, il a des baffes. Vous avez vu cette séquence-là? Vous irez sur YouTube. La présentation est sur mon compte SlideShare, vous avez les liens qui sont tous actifs. Et donc on baigne dans cet imaginaire-là aussi, comme quoi les machines vont apprendre, vont faire apprendre aux étudiants. Et enseigner, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est pas mettre un étudiant simplement face à un contenu, ça se saurait. Et là, j'ai repris un modèle pédagogique qui est proposé par Marcel Lebrun. Si vous allez en savoir plus sur le modèle, vous cliquez, là, il y a le lien qui explique c'est quoi apprendre. En gros, c'est quoi enseigner? C'est mettre les étudiants en situation d'apprentissage. Donc en fait, le prof, il a des informations à faire passer. Il faut que les étudiants soient assez motivés pour travailler autour de ces informations, autour d'activités qui va créer une production. On va avoir une interaction entre la production et les activités. Et tout ça, ça crée un contexte pédagogique. Et donc je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que les technologies changent un petit peu dans ce schéma-là. Au niveau de l'information, ça, c'est le volume d'informations que nous, on avait quand on était au lycée, à l'université. Ça, c'est Encyclopédis. Ça, c'est Universalis. C'est les bouquins auxquels on avait accès. Et ça, c'est juste l'information qui est contenue dans un seul site, c'est Wikipédia. On voit la disproportion qu'on a sur les informations qu'on avait avant et les volumes d'informations qu'on a maintenant. Pareil, si vous voulez les références de cet article, ils sont ici. Et donc, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui, ils ont accès à énormément d'informations. Et encore plus que ça, c'est que les volumes d'informations doublent tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Toute la production qu'on crée, tous les savoirs qu'on crée doublent tous les 2 ans. On a créé plus de savoirs dans les 20 ou 30 dernières années que depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui s'accélère de plus en plus. Il y a une autre notion qu'on a commencé à évoquer ce matin, c'est qu'on est dans un flux d'informations. Alors je vais essayer de vous l'illustrer là. Vous avez un site qui vous montre le flux d'informations sur Internet. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est en train de se passer sur Internet pendant que je suis en train de vous parler, le nombre de likes sur Facebook, le nombre d'apps téléchargés, le nombre de billets de blog qui sont postés, le nombre de tweets envoyés, le nombre de vidéos regardées sur YouTube, le nombre de Google+, etc., etc., etc. D'accord? C'est tout ce qui est en train de se faire sur Internet. Un chiffre qui est assez effrayant, c'est celui-là, le nombre de mails envoyés par seconde. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Donc ça, c'est tout ce qui est en train de se passer. Et donc, on est passé d'un travail séquentiel, je faisais une tâche, et on passe à un mode multitâche où on est en train de traiter plusieurs informations et on est en train de faire plusieurs choses qui viennent de différents endroits. Et on en discutait à midi, c'est des choses qu'on apprend à faire assez rapidement. Et c'est pas pour ça, on voit les informations passer et on les traitera plus tard. On n'est pas forcé de tout traiter en ce moment-là. Mais ça change pas mal de choses. On est passé dans un flux d'informations. Il y a un des gros flux d'informations que vous devez tous utiliser, c'est YouTube. Donc qui permet de visualiser des vidéos, on dépose des vidéos, on peut les partager. Et donc c'est quelque chose qui est en train, là aussi, d'exploser, qui grossit. Là, ça, c'est ma chaîne YouTube. Par exemple, on parlait de Michel Serres ce matin, je l'avais filmé cet été. Donc vous irez voir, il parle de tout ce que les nouvelles technologies apportent à la petite poussette, qui est son terme à lui de génération Y. Est-ce que vous savez le nombre d'heures de vidéos qui se déposent par minute en ce moment? Il se dépose 60 heures de vidéos par minute sur YouTube. C'est-à-dire qu'il se dépose 1 heure de vidéo toutes les secondes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des chats qui tombent des chaises, c'est pas intéressant. Ok, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Vous avez accès à énormément d'informations, à tous les cours, à énormément de choses comme ça. Alors c'est pas forcément qualifié, c'est pas forcément précisé, c'est pas forcément simple de trouver des bons cours, des bonnes informations sur les sites.
Alors pour vous aider, il y a des sites qui existent, ça c'est TED, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, les conférences TED. Ça existe depuis les années 80, et depuis les années fin 80, et depuis une dizaine d'années c'est filmé, et c'est mis en ligne sur Internet, comme sur un YouTube. Donc là on a une source d'information qui est qualifiée, je vous invite à les regarder. Les vidéos sont traduites en 50 langues, il y a les transcriptions, il y a le sous-titrage, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une base de données scientifique qui est intéressante sur tout ce qui est médical, tout ce qui est vu sur les nouvelles technologies, tout ce qui est informatique, tout ce qui est neurologie, tout ce qui est nouvelle façon d'enseigner, tout ce qui est éducation dans le monde entier. Vous avez la crème de la crème des conférenciers qui vous parlent. Vous avez des milliers de conférences qui sont accessibles là-dedans. Et vous avez, je parlais de YouTube, mais il n'y a pas que YouTube, il y a tout un tas d'autres sites. Donc ça c'est Canalus, c'est toutes les vidéos des conférences en université. TeacherTube, ça c'est aux États-Unis, c'est YouTube des profs où les profs mettent leurs cours, surtout des lycées et collèges aux États-Unis. Vous avez des Ernest aussi, c'est des conférences de gros niveau de l'ENS en France. Ça donnait aussi des sites qui sont bien connus, la Khan Academy, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé en maths. C'est un prof de maths qui s'amuse à écrire sur une tablette des équations, il les commente, c'est tout simple. Il a mis ça en ligne, il a plus de 200 millions de connexions sur sa chaîne YouTube. C'est utilisé par plein de profs un peu partout et plein d'étudiants pour apprendre les équations dans le domaine de la finance, de la biologie, etc. etc. Donc vous avez énormément d'informations pour les profs. Mais ce qu'on donne pour la vidéo, ça existe aussi par exemple pour la chimie. Ici, c'est l'université de Nottingham qui s'est amusée à faire tout le tableau de Mendeleïev en vidéo. Vous avez une vidéo pour l'hydrogène, une vidéo pour le fer, l'oxygène, le carbone. Enfin, tous les éléments du tableau de Mendeleïev sont là-dedans. Vous cliquez, vous avez une vidéo qui explique l'élément chimique. Mais vous avez la même chose sur du papier, par exemple. Les transcriptions, l'intégralité des transcriptions de Madame Bovary sont accessibles, sont en ligne. Donc c'est aussi des ressources scientifiques qui sont assez intéressantes. Et ce qu'on voit apparaître, toujours aux États-Unis, c'est les étudiants qui se disent maintenant il y a tellement de savoir sur Internet, on n'a plus besoin d'aller à l'école. Donc il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Un Collège. Apprendre sans aller à l'école, sans aller à l'université, apprenons par nous-mêmes. Apprenant dans une communauté. Donc je vous invite à aller voir ce site-là qui existe. Autre chose intéressante, c'est le fait d'avoir tous ces savoirs, comment les étudiants accèdent à tout ça. Comment vous allez accéder à ces choses-là, et qu'est-ce que vous allez retenir. Et il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée, où on se rend compte que les étudiants retiennent plus comment ils sont... Enfin, ceux qui retiennent la majorité, ils ne retiennent rien. Mais... ce qu'on retient le plus, c'est comment je suis allé à l'information, comment j'ai accédé à l'information et pas l'information en elle-même. Donc je suis passé par un Twitter pour aller voir ceci, un prof m'a dit d'aller voir ceci, et donc on retient le chemin pour aller à l'information, mais pas forcément l'information. Donc c'est une nouvelle façon d'accéder au savoir qu'on voit apparaître. Donc ça, c'est accès à l'information. Une chose qui est importante sur la motivation, là je vais aller super rapidement, en tenant juste il y a tout un tas de choses qui font que l'étudiant est motivé ou pas pour suivre des études. Mais il y a une chose nouvelle qui est apparue, c'est que il va utiliser son identité numérique, valoriser son identité numérique. Qu'est-ce que je suis sur Internet? Qu'est-ce que je suis sur mon Facebook? Qu'est-ce que je suis sur mes réseaux sociaux? Qu'est-ce que je fais dans mon école? Si je fais un clip qui est bien, je vais le présenter sur mon Facebook. Si je fais une information, un travail qui est intéressant, je vais le publier. Je vous montrerai des exemples après des étudiants qui ont fait ça. Donc c'est un nouveau truc qui n'existait pas il y a quelques années, sur lequel on peut s'appuyer sur la motivation des étudiants. Autre chose, un autre programme qui est assez intéressant à aller voir, c'est en Inde. Ça s'appelle des trous dans les murs, où ils ont percé dans des villages où il n'y a pas d'école. Ça coûte trop cher, enfin, c'est trop compliqué. Ils mettent des ordinateurs connectés à Internet avec un pad. Donc les étudiants, avec le pad, ils peuvent naviguer sur Internet. Et vous irez voir cette vidéo, qui est une vidéo TED, où les étudiants par eux-mêmes, comme ils s'ennuient dans leur village en Inde, et Internet, c'est une fenêtre sur le monde extérieur. C'est une fenêtre pour accéder à tous ces savoirs-là. Et donc, ils sont par eux-mêmes motivés pour aller voir ce qui se passe. Et vous allez voir tous les processus de curiosité, d'interaction et de partage de savoir dans une communauté. Comment une bande de 300 gamins, mis seuls devant un ordinateur, où ils ne parlaient pas forcément anglais au début de l'expérience, au bout de 6 mois, comment ils ont appris à parler anglais, à naviguer, à faire du Skype ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à aller voir. C'est les trous dans les murs, ça, autour de la motivation. Alors, les activités qu'on peut vous proposer, je ne vais pas détailler ça non plus, je vous irez voir sur le SlideShare. Il y a tout un tas de communautés où on décrit ce qu'on peut faire en classe.
Je vous invite à aller voir, vous êtes en terminale, vous faites de la philosophie, eh bien, je vous invite à aller voir François Jourde, ce qu'il fait avec ses étudiants en philosophie. Vous verrez plus du tout la philosophie de la même chose, de la même façon. Il fait travailler ses étudiants sur des Google+, sur YouTube. Par exemple, il y a des vidéos, il prend des vidéos qui viennent d'Inde. Les films en Inde, ça s'appelle comment là? Bollywood. Et il demande, voilà, l'acteur, c'est comme si c'était Karl Marx qui parlait, et vous devez sous-titrer avec la pensée de Karl Marx ou de Spinoza. Et les étudiants rendent vivant l'acteur avec les textes. Donc ils doivent s'imprégner de la pensée de Spinoza, de Karl Marx, et publier sur YouTube les travaux de philo. Je ne suis pas sûr que votre prof de philo ait déjà pensé à des scénarios comme ça. Mais là, l'intérêt, c'est ça intéresse les étudiants à la philo, ils publient des choses comme ça, et ils peuvent mettre ça sur leur Facebook. Bon, il y a tout un tas aussi de partage, de sites de partage, comment utiliser Twitter dans les classes, le phénomène de tweet class, comment faire de la prise de notes, comment apprendre faire des exercices, des choses comme ça. Je vais aller plus rapidement. Il y a une dimension aussi qui change avec ces outils-là, et ça on a commencé à l'aborder, je vais vous la montrer. Avant on a 3 dimensions de travail, quand on est dans une école, dans une communauté. Il y a d'abord, on va dire, la dimension de classe. Donc là, on est une trentaine, on se connaît, on se voit tous les jours, on a un prof, on est là-dedans, on est dans la classe, on est dans un groupe. Ensuite, il y a la dimension de l'établissement, on est dans une communauté un peu plus grande, où les copains, la famille, enfin, on est dans une communauté un peu plus grande. Et enfin, on a le réseau. Et les outils qu'on a, jusqu'avant, avant la génération Y, on savait très bien gérer la classe. Aujourd'hui, on sait très bien, vous savez gérer ce qui se passe dans la classe. On sait gérer ce qui se passe avec les copains en dehors du lycée, puis dans les clubs de sport, patati patata. Et la nouvelle dimension qui existe avec Facebook, avec les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est autour de l'école, tout ce qui est loin, tout ce qui est ailleurs, qui n'était pas en proximité physique avec moi. Et ça, c'est une nouvelle notion qui existe, qui est détaillée aussi dans une conférence d'1 heure par Antonio Casilli, qui s'appelle la nouvelle sociabilité des étudiants ou des lycéens. Et j'ai un petit résumé là, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, où en gros, pour faire simple, c'est un schéma simplifié, tous les processus qui se passent dans un groupe et tout ce qui se passe dans un réseau. C'est présenté par quelqu'un qui s'appelle Stephen Downes, qui est un compatriote à Mario, voilà, vous irez voir la vidéo. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il raconte, caricatural. Quand on est dans un groupe, c'est quelque chose qui a une unité. Vous avez tous la même tranche d'âge, il y a un chef, c'est coordonné, vous connaissez, vous savez ce que vous avez à faire, il y a des tâches qui sont définies. C'est quelque chose qui est fermé. Comme pour nous, profs, c'est super compliqué de voir ce qui se passe dans un groupe parce qu'il y a une dynamique, vous vous connaissez entre vous, vous parlez entre vous, vous montez votre truc, et c'est pas facile à rentrer dans un groupe. Ça, c'est le groupe, et vous travaillez avec des outils qui sont fermés, qui sont que à vous. Vous échangez entre vous. Le réseau, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui est complètement ouvert, c'est quelque chose qui est basé sur la diversité, et c'est quelque chose qui est complètement autonome. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de tâches définies. Le réseau, c'est une autre façon de travailler. Et c'est quelque chose qui est complètement différent là et là. Et vous avez les nouveaux étudiants, ou quand on travaille en réseau, on a intégré ces mécanismes-là qui sont complètement différents du travail collaboratif. Dans un réseau, on peut avoir une grand-mère, on peut avoir un expert, on peut avoir un collègue aux États-Unis, on peut avoir n'importe qui peut intervenir n'importe quand, n'importe comment. Ça peut être un like, ça peut être un plus, ça peut être un commentaire, ça peut être un mail. Et ça, quand on publie quelque chose dans un réseau, on ne sait pas les retours qu'on va avoir. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura beaucoup. C'est quelque chose qui est complètement aléatoire, mais c'est intégré dans les process de travail. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé en 2007-2008. J'ai dû suivre la thèse d'un étudiant dans pharmacie, donc c'est un travail qui dure pendant 1 an. Et le doyen me l'avait envoyé en disant cet étudiant, on n'arrive pas à le motiver, on n'arrive pas à lui trouver un sujet, on ne sait pas quoi en faire, mais il faut absolument qu'il fasse sa thèse pour avoir son diplôme de pharmacien. Je ne me rappelle plus de son prénom, j'ai toujours appelé Blue Bill, donc c'est Blue Bill. Et il arrivait. Donc on a travaillé ensemble sur le sujet, on a défini sur une demi-journée son travail. Et comme le doyen m'avait prévenu que c'était quelqu'un qu'il fallait cadrer, je lui ai dit tu vas me faire un compte-rendu par mail toutes les semaines. Ok, pas de problème. Première semaine, je reçois mon mail. Deuxième semaine, il m'envoie un mail, il dit Monsieur Battier, c'est pas simple d'envoyer des mails.
parce que je travaille en pharmacie, patati patata, je vais vous faire des messages par Facebook. Je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on était amis sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis il m'envoie un mail, il fait, non, finalement, je ne vais pas vous envoyer des messages Facebook, parce que je ne sais pas si vous utilisez les messages Facebook, mais c'est limité à 500 lignes ou à 500 caractères. On ne peut pas mettre plus de 2000, enfin c'est limité sur les messages. Donc je vais publier ce que je vais mettre sur une note. C'est en gros une page, c'est une page associée à votre profil Facebook, une page HTML. Et très vite, il a commencé à faire des notes qu'il a illustrées, en disant là il fait le ménage dans ses notes, des trucs comme ça, des synthèses. Il a publié des choses. Et ce qui s'est passé très vite, dès la première note, il y a ses copains qui ont commencé à commenter les notes. Dès la première note, je me rappellerai, c'est « Tiens, Binous », c'est son surnom. « Tiens, Binous, tu travailles ». Ça surprenait ses collègues. Moi, je pouvais avoir accès aux notes et ses copains pouvaient commenter des choses comme ça. Donc, il s'est fait un jeu de publication. Même quand il devait faire une note tous les vendredis soirs, par exemple, je ne sais plus la date, s'il ne publiait pas, c'est ses copains qui l'engueulaient. Ce n'est pas moi, j'ai plus besoin de le faire, c'était sa communauté à lui qui intervenait. Et donc, ensuite, dans son statut Facebook, il dit bah, je vais retravailler, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et donc, le top du top à la faculté de pharmacie, c'était d'aller se faire prendre en photo avec l'étudiant pour qu'il publie dans les notes. C'était devenu le lieu de la faculté de pharmacie où il se passait des choses. Pour être tagué sur la photo, l'encourager à travailler, des choses comme ça. Donc il s'est développé tout un tas d'activités, si bien qu'à la fin de sa thèse, nous a fait une thèse de 300 pages, il a cité plus de 200 personnes qui l'ont aidé à rédiger sa thèse. Et quand il a fait sa soutenance, il a dit heureusement qu'il y avait tous ces gens-là, ça m'a motivé, ça m'a obligé à travailler. Ça m'a mis une pression amicale, sympa et tout ça, enfin pas toujours, mais ça m'a obligé à travailler. Ici, il avait une copine qui corrigeait ses fautes d'orthographe, il y avait ceci qui faisait cela, enfin il y avait tout un tas de travail qui s'était développé, qui ne s'était pas prévu au démarrage, c'était pas prévu comme ça. Et là, on est vraiment dans une démarche de réseau. Les gens sont arrivés, chacun a fait une petite tâche, on peut aider la personne ou venir le voir à la bibliothèque. Donc il y a tout un travail qui s'est fait. Si ça vous intéresse, on a filmé la soutenance de thèse quand il a fait, et c'était marrant à faire parce que généralement dans une soutenance de thèse, il y a 3-4 personnes, il y a la famille qui est là pour voir son fils passer la thèse, et là on était plus de 200 dans l'amphi. Donc là aussi c'était quelque chose d'assez marrant. Je finis sur la production sur un autre exemple. Ça c'est un étudiant, un jour que j'ai découvert à l'université, qui est passionné par la microbiologie, et vous irez sur Facebook quand vous rentrez ce soir, vous tapez facebook.com/microbiologie. Il a ouvert une page Facebook il y a quelques années, et aujourd'hui, vous irez voir, il a plus de 20 000 fans. Il n'y a aucune université qui a plus de 10 000 fans en France, ou 15 000 fans. Lui, il en a 20 000. Sur de la microbiologie, hein. C'est pas Bieber, là, je sais pas quoi. Là. C'est vraiment scientifique, machin, tout ça. Et là, ici, qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Il a pris 2000 fans en quelques jours, c'est le fait d'avoir publié son mémoire d'IUT sur de la microbiologie. Et si je reviens tout à l'heure sur la motivation, j'ai fait un travail, d'habitude ce mémoire, le prof le prend, le met dans un placard, il n'est pas visible. Donc j'ai travaillé pour rien, pour les étudiants maintenant. Dans la logique, j'ai perdu mon temps. Tandis que si je le publie sur Facebook, je vais en faire profiter les autres. Et ça a tellement bien marché que du coup, ça a augmenté patati patata. Il fait ce qu'on appelait tout à l'heure de la curation dans le domaine de la microbiologie. Il a arrêté ses études de microbiologie maintenant pour faire des études dans ce domaine-là. Et il veut faire ce boulot de curation sur Internet. Tout ça pour dire qu'il y a plein de nouveaux contextes d'apprentissage. Je fais assez rapidement parce qu'on m'a fait signe. Plein de nouveaux outils. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette slide-là. On sort de la façon d'apprendre prof-étudiant en présentiel et on crée des nouveaux contextes d'apprentissage. On a commencé à évoquer les MOOC ce matin, des webinaires, des serious games, des Fab Labs, des mondes immersifs, du social learning. Enfin, il y a tout un tas de nouvelles façons d'apprendre qui sont en train d'arriver, qui sont soit synchrones, soit en présentiel, soit à distance, qui sont en train d'arriver avec tous ces outils-là qui font qu'on peut échanger différemment.